la place au modérateur pour diriger les débats. Donc ce panel, nous avons choisi de l'organiser pendant la journée pour que vous qui êtes nos membres, qui venez de toutes les régions du Sénégal, dans cette année, nous avons à peu près 300 délégués, représentant 150 structures de base qui sont là, à l'Assemblée générale de Bienne. Donc ils viennent de toutes les communes du Sénégal. On a dans les villages les plus éloignés de Casamance, Dirébi, Bambali et tout ça, on en a. Donc, ils sont 2 délégués par structure, ils sont là. Et nous avons pensé qu'il était important de consacrer du temps à les thèmes d'actualité. Et les pétroles et le gaz constituent aujourd'hui les thèmes d'actualité au Sénégal. Tout le monde en parle, en connaissance de cause, parfois aussi, et dans l'ignorance la plus totale. Parfois aussi, on en parle avec beaucoup de passion. Et beaucoup de passion. Ce qui fait que très souvent, il est difficile de savoir ce qu'il faut dire. Surtout lorsqu'on n'a pas accès à la littérature adéquate pour pouvoir s'informer. Et même lorsqu'on a accès à la littérature, elle est tellement technique que souvent, on ne peut pas comprendre c'est clair, etc. Donc nous avons dans ce panel, je vais d'abord commencer par le modérateur. Le modérateur, c'est Dr Ibrahima Aïdara, qui dirige le programme gouvernance de OSIWA, c'est ça. OSIWA, c'est Open Society Foundation for West Africa, qui est l'un des principaux soutiens de la société civile, mais aussi de l'État du Sénégal, pour beaucoup de ces programmes. Donc, Dr Ibrahima Aïdara, qui est rentré d'Abidjan hier nuit, a accepté quand même de venir modérer ce forum. Et nous le remercions beaucoup, Dr Ibrahima Aïdara. Nous avons le premier panéliste, enfin le premier, je commence par ma droite. Vous le connaissez tous, l'honorable député Mamadou Lamine Diallo, qui dirige le réseau des parlementaires pour la gouvernance des ressources minérales, qui est aussi un des partenaires d'Amnesty, puisque nous avons eu à travailler avec ce réseau, et nous continuons d'ailleurs à travailler avec ce réseau. L'autre, donc on est une femme dans le panel, il faut heureux qu'Ousmane ne soit pas venu. Et donc on a une femme qui est dans le panel, c'est Mme Nyanya Lam Koué, qui est du COS-Petrogaz. Le COS-Petrogaz, vous le savez, c'est l'institution ou l'organe qui a été créé par le président de la République pour à la fois conseiller, donner des orientations sur les questions du pétrole et du gaz. Donc voilà, brièvement présenter le panel. Si je ne très bien, je n'ai pas vos biographies pour entrer dedans, je crois qu'on n'a pas tellement besoin de biographie. Quand ça suffit, on va passer rapidement la parole à Dr Ibrahima Aïdara, qui va donc faciliter le modèle de ce panel. Merci. Merci, M. Gassama. Bonjour tout le monde, distingués délégués, monsieur les panélistes. Je voudrais remercier M. Gassama et Amnesty International pour avoir étendu l'invitation à nous-mêmes en tant que panélistes venus de divers horizons pour apporter un peu notre contribution dans ce débat-là qui est un débat public d'importance nationale pour le cas continental. La question du pétrole et du gaz, elle est cruciale. Elle peut effectivement contribuer au développement d'une économie donnée, comme c'est le cas actuellement dans le monde. Il y a des exemples qu'on peut donner où ces ressources extractives ont pu contribuer au développement de ces pays-là et à une croissance inclusive. Cependant, il y a des exemples aussi qui sont juste à côté ici, en Afrique, où véritablement la présence de ces ressources n'a pas nécessairement aidé ces économies-là à véritablement adresser les questions de leur agenda de transformation structurelle. Et en Afrique, ici, il y a très peu d'exemples. Si on ne veut pas trop avancer pour ne pas dire qu'il n'y en a pas un modèle réussi sur notre continent. Donc, il est important
pour le Sénégal qui est entré donc dans cet espace-là en tant que pays pétrolier et gazier, de discuter de cette question-là pour éviter les erreurs des autres et apprendre, disons, les leçons pour suivre le sentier vertueux des économies qui ont su profiter donc, de ces ressources stratégiques. Aussi, remercier les collègues de Amnesty. Vous comprendrez, et je suis heureux qu'on a bien compris que les questions de pétrolières et gazières, ce n'est pas seulement des questions d'économie ou bien de revenus, c'est aussi des questions de droits humains sur lesquels vous travaillez quotidiennement. Donc il est important de comprendre les interrelations qu'il y a entre l'exploitation de ces ressources-là et vos domaines de prédilection sur lesquels vous travaillez tous les jours. Et pour nous éclairer sur ces questions-là, donc nous avons un panel d'experts ici, composé de l'honorable le député Mamadou Lamine Diallo, qui est aussi le président du réseau des parlementaires sur les questions de gouvernance des ressources extractives. Et comme il l'a dit aussi, notre collègue M. Lam, qui est aussi un expert en matière de pétrole et gaz, ingénieur de formation, et Madame Nyanya, qui vient de COS-Petrogaz. Et c'est heureux que ces différentes représentations-là, aussi bien la représentation parlementaire qui légifère et encadre la gouvernance en matière de réglementation, soit là, et le COS-Petrogaz qui, en théorie, propulse la politique de ce secteur-là, soit là pour partager leur espoir et leur inquiétude dans ce domaine-là et nous éclairer sur aussi nos espoirs et nos inquiétudes. Ce qui fait qu'en rentrant ici, on pourra discuter de ces questions-là de façon autoritaire. Donc pour commencer, sans tarder, M. Lam Ndao va introduire le sujet. Chaque panéliste va avoir 15 à 20 minutes pour nous introduire l'angle qu'il souhaiterait entreprendre pour mieux informer les participants. Et par la suite, honorable député va suivre M. Ndao et enfin Mme Nyanya va compléter la liste avant d'ouvrir les discussions générales. Monsieur Ndao, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Aïdara. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Faridao, je suis ingénieur géologue et j'ai travaillé pour une compagnie nationale, Petrosen, une petite compagnie pétrolière privée aussi, Edilito, avant de passer récemment au COS-Petrogaz, où j'ai travaillé pendant quelques temps. Donc, je suis à nouveau entrepreneur. Alors, on est appelé aujourd'hui à parler du pétrole et du gaz. À mon avis, c'est une très bonne chose et je remercie Amnesty International de l'occasion qui nous est offerte pour informer encore plus nos compatriotes et concitoyens. Et dans compatriotes, je prends également ceux de Gambie parce que nous partageons bien plus qu'un territoire, nous partageons également un domaine maritime avec potentiellement des découvertes qui seraient faites de la frontière. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est l'occasion de discuter et d'échanger autour de ce sujet-là. Alors moi, mon intervention va surtout servir à camper le décor, sachant qu'on va, au fur et à mesure des interventions des uns et des autres, de l'honorable député Mamadou Lamine Diallo et aussi de Mme Nyanya Lamkoué, aller plus en profondeur sur divers aspects politiques, stratégiques, etc. Donc en 2014, du pétrole au large donc de Sangomar, donc un peu de Fatigue, de la Petite Côte, puis du gaz en 2015 et 2016 au large de Saint-Louis et au large de Kaya. Donc le pétrole comme le gaz qu'on a découvert sont du pétrole et du gaz qu'on qualifie de offshore, c'est-à-dire loin des côtes, donc en mer. Donc ça c'est des termes qu'on entend souvent. Onshore ça veut dire la terre, offshore c'est en mer. Ce qu'il faut savoir c'est que donc, dans cette historique d'exploration, des indices de gaz avaient été découverts à Diamniadio dans les années 1950-1960, puis un peu de pétrole léger et de gaz a été découvert à Diamniadio en
en 1987, puis 1998. Et enfin, avant, on avait découvert du pétrole, mais lourd, un peu trop visqueux, trop soufré au large de la Casamance. Et ce pétrole est encore dans le sous-sol. Parce que, principe économique simple, vous n'exploitez pas quelque chose qui vous coûtera plus cher que ce que ça va vous rapporter. Tout simplement. Donc, l'exploration pétrolière est un fait au Sénégal. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA ont été engloutis dans cela, risque supporté par les compagnies pétrolières. Et on a une société nationale, Petrosen, qui existe depuis 1981. Donc, l'une des choses qu'il faut caractériser, pourquoi je commence par l'exploration, c'est parce que l'exploration est une activité qui est risquée. En gros, 85% des forages d'exploration dans le monde se soldent par des échecs. 8 fois sur 10, quand vous faites un forage dans la mer, vous ne trouvez rien. C'est pour ça que depuis 1952, on cherche et on n'a pas trouvé grand-chose. Près de 170 forages ont été faits jusqu'à présent. Et ce n'est que ces dernières années-là que nous avons trouvé du pétrole et du gaz en quantité commerciale. Et ce risque est supporté entièrement par les compagnies pétrolières qui acceptent d'investir sur fonds propres parce que les banques ne prêtent pas pour cette activité. Et qui, une fois qu'elles font ce travail, elles partagent les revenus avec l'État dans le cadre d'un contrat de recherche et de partage de production. Peut-être que monsieur l'honorable député ou Niania pourra revenir sur ce sujet. Mais en gros, il faut d'abord chercher, ensuite lorsqu'on trouve, partager les revenus. Alors qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert du pétrole au large de Sangomar, donc 2 gisements, SNE et FAN. Et le gisement de SNE est c'est le seul gisement évalué, parce que lorsque vous découvrez un gisement, vous découvrez du pétrole, vous devez en évaluer la quantité. Et ce gisement a été évalué, et aujourd'hui ses réserves sont estimées à environ 563 millions de barils. Un baril étant une unité de mesure, moi il va les go en fait. Donc 159 litres. Un baril c'est 159 litres. Et les réserves que nous avons au Sénégal pour l'instant sont de 563 millions de barils. Pardon ? 563 millions de barils. Millions de barils de pétrole. Et on a également découvert du gaz en 3 endroits différents, mais cette fois au nord de Dakar, en mer toujours, à Kaya, au large de Kaya, pardon, donc à 100 km de la côte. Donc les gisements de Teranga et de Yakar, gisements qui n'ont pas encore été évalués. Il faut encore préciser davantage les Sénégalais. Et donc la nature ne se préoccupe pas tant des frontières. Et cette ressource a eu la bonne idée de se mettre à la frontière sénégalo-mauritanienne. Donc c'est quelque chose que nous devons exploiter ensemble. Un gaz avec les mêmes compagnies de part et d'autre. BP, les Britanniques, Cosmos Energy, les Américains, Petrosen du côté sénégalais et la SMHPM du côté mauritanien, donc qui est la Société nationale mauritanienne. Pour ce qui est du pétrole, nous prévoyons environ une production d'environ 100-125 000 barils par jour en phase de plateau au maximum. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, sachez qu'un pays comme le Gabon produit environ 200-250 000 barils jour, selon les périodes, et l'Arabie Saoudite en produit 11 millions de barils par jour. Donc bon, si vous aviez les rêves de toge arabe avec... je pense qu'il faut y renoncer. Par contre, ce sera une manne financièrement négligeable. Je ne vais pas empiéter sur ça, je pense qu'on va approfondir le débat à ce propos. Pour, à l'échelle de notre pays, même si ça ne va pas révolutionner notre structure économique. C'est de l'argent qu'il faudra bien gérer, mais on ne deviendra ni le Nigeria, ni l'Arabie Saoudite, ni le Qatar. Il faut être clair là-dessus, ni la Russie. Qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources-là? Le pétrole et le gaz sont essentiellement des ressources énergétiques. Le pétrole sert à produire tout un tas de sous-produits, donc qui sont dans son sein, parce que j'ai l'habitude de dire que le pétrole c'est un peu comme du bissap. Dans un verre de bissap que vous voyez comme ça rouge translucide, vous avez de l'hibiscus, donc la fleur elle-même, vous avez de l'eau, vous avez du sucre, vous avez de la muscade, vous avez de la menthe,
Donc le bissap est un composé. Le jus de bissap, c'est un composé. Le pétrole aussi, c'est du pétrole. C'est une bouteille. Les produits cosmétiques que vous utilisez, hommes comme femmes, parce que les hommes s'occupent de. Le pétrole sert à tout cela. C'est pour ça que dans le monde, les gens le sollicitent. Et donc au Sénégal, ça va nous permettre de réduire notre facture d'importation de produits pétroliers si nous modernisons la SAR et que nous avons peut-être une deuxième raffinerie qui sera mise en route. Le gaz permet, lui, essentiellement de produire de l'électricité, également des engrais. Vous pouvez, en faisant quelques transformations chimiques, en produisant de l'ammoniac d'abord, puis de l'urée, vous pouvez produire des engrais chimiques qui seront utilisés dans l'agriculture grâce au gaz, mais surtout le gaz sert à produire de l'électricité. Le gaz est la deuxième source de production d'électricité dans le monde, derrière le charbon. Donc, le Sénégal pourrait diminuer le prix de l'électricité grâce à la production de gaz. C'est quelque chose, évidemment, qui peut entraîner des gains de productivité pour tous les secteurs, sachant que quasiment tous utilisent l'électricité, qu'il s'agisse du numérique, de l'industrie, des artisans, etc. Donc, avec un prix de l'électricité moins cher, on peut être plus compétitif dans certains aspects économiques. Enfin, et je termine sur ça, il y a d'autres questions qui se posent, sont les questions écologiques, évidemment. Le Sénégal emploie 600 à 700 000, pas le Sénégal, mais au Sénégal, 600 à 700 000 personnes travaillent dans le secteur de la pêche, de manière directe ou indirecte. Donc on a évidemment des découvertes en offshore, ce qui peut inquiéter, et ça se comprend. On n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est arrivé dans le golfe du Mexique en 2010 avec la plateforme Deepwater Horizon. Il faut souhaiter que cela n'arrive pas parce que si les États-Unis ne sont pas arrivés à juguler un accident pétrolier, ce n'est pas le Sénégal qui le fera. Il faut être lucide là-dessus. Par contre, on peut, quand je dis on, c'est nous Sénégalais, société civile, État, parlementaires, tout le monde, on peut pousser les compagnies pétrolières à être le plus responsables possible sur les questions d'exploitation. Que font-ils de leur rejet d'eau de production? Parce que lorsque vous produisez du pétrole, vous sortez de votre roche où il y a le pétrole, vous sortez non seulement du pétrole, mais aussi de l'eau salée. Et cette eau-là, il faut la traiter, la délester de ces hydrocarbures avant de la rejeter en mer ou d'en faire autre chose. Et il y a des normes à respecter. Donc il faut renforcer notre administration pour cela. Il y a également une vigilance à avoir de la part de la société civile, mais également préparer les populations sénégalaises, celles qui sont proches, donc celles qui vivent sur les côtes, mais également toutes les autres, parce que, et ça c'est important de le rappeler, le pétrole n'appartient pas plus à ceux qui sont à Saint-Louis ou à Sankoma, qu'à ceux qui sont à Fongolembi ou à Diakhira. Il faut être clair là-dessus. Ça appartient au peuple sénégalais. Il ne faut pas que nous tombions dans le régionalisme des ressources naturelles, parce que dans tous les pays où c'est arrivé, ça a amené des problèmes. Sur les aspects écologiques également, il y a la question du financement de la transition écologique, énergétique et écologique. Une partie de l'argent du pétrole pourrait aller au renforcement des énergies renouvelables, donc dans notre production d'électricité. Et enfin, on devrait pouvoir préparer certaines zones à ne pas dépendre totalement du pétrole, car lorsque vous laissez une activité phagocyter tout le reste des autres activités, vous vous retrouvez dans des difficultés, et avec le pétrole, c'est sûr et certain que ce sera le cas, parce que nous avons, avec ces ressources-là, pétrole comme gaz, des ressources qui sont non seulement épuisables, madame de Niger, et qui sont volatiles, dont les prix fluctuent. Donc si vous basez une organisation sociétale sur quelque chose qui va finir, et dont vous ne maîtrisez pas les coûts à la semaine près, vous pouvez vous retrouver très rapidement dans de très mauvaises surprises. Ça, je pense aussi que mes autres groupes panélistes vont le traiter. Donc voilà, de manière ramassée, la situation, l'historique un peu, la situation, et enfin quelques enjeux qui sont brossés sur les aspects énergétiques, écologiques. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons passer la parole à l'honorable.
Merci beaucoup, M. Ibrahim Aïdara, de m'avoir donné la parole. Je suis content d'être là ce matin pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que je suis un peu rassuré de voir que ceux qui ont moins de 35 ans sont majoritaires dans la salle et sont aussi presque majoritaires dans le panel qui s'intéresse à ces questions stratégiques du pétrole et du gaz. Je félicite M. Nao pour son exposé. Je pense que ce sera la même chose pour Mme Lam et c'est rassurant. Il faut être Seydi Gassama pour m'amener au moment où je fais ma campagne électorale. De venir parler du pétrole et du gaz. Mais en fait, avec Amnesty International, c'est une longue histoire et je ne peux pas lui refuser cela. La dernière histoire, c'est qu'effectivement, Amnesty nous a aidés à asseoir le réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Lorsqu'on a mis ça en place, on n'a pas de capacité de gestion. Les députés ne sont pas forcément de bons gestionnaires. Et c'est Amnesty qui nous a véritablement aidés. Et j'en profite ici pour le remercier encore une fois et son équipe de nous avoir aidés donc à gérer les petites ressources que nous avons pu collecter à gauche et à droite. Et ça nous a permis donc de nous affermir et d'avancer. Alors, et Amnesty travaille sur les droits humains, en particulier dans les zones des industries extractives. Nous avons fait des missions ensemble à Sabodala et je crois que tout cela est extrêmement important et c'est sur ça que moi je voudrais d'abord attirer votre attention. Les questions de pétrole, de gaz, de ressources extractives sont essentiellement des questions géopolitiques. J'étais à l'école des mines de Paris, je suis un ingénieur de l'école des mines de Paris, et en 83-84, j'avais un professeur d'économie des ressources minérales, c'était un grec d'ailleurs, qui était marqué « Libérer Mandela ». Et il m'a dit, à la fin du cours, mon Lamine, vous savez, Mandela ne sera pas libre tant que le bloc de l'Est ne sera pas défait par le bloc de l'Ouest. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il faut que tu saches, il y a un certain nombre de minéraux stratégiques qui n'existent qu'en Union soviétique et en Afrique du Sud. Tungstène, etc., des minéraux donc extrêmement importants dans les alliages, pour fabriquer des blindés, des avions de combat. Par conséquent, l'Ouest ne prendra jamais le risque que l'Afrique du Sud bascule vers les pays de l'Est, vers les pays communistes à l'époque. Et vous l'avez vu, c'est après le mur de Merlin, en 1989, que plus tard Mandela a été libéré et après a dirigé l'Afrique du Sud. Deuxième anecdote, nous étions ici au Sénégal avec quelques députés, Mme Katissi Sewan, je pense qu'il y avait également Barthélémy Diaz. Nous sommes allés visiter un navire de guerre britannique, ici au large de Dakar, qui était même à propulsion nucléaire. Et à la fin, le commandant du bateau nous dit deux choses. Nous, à l'école, à la marine britannique, on nous enseigne que vous êtes là pour vous assurer que l'industrie britannique a les matières premières et l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Deuxièmement, tout pays qui a une façade maritime, nous lui disons que ce pays a une frontière avec la Grande-Bretagne. Voilà le message qui nous a été délivré par le commandant de ce patriote britannique. Et donc, c'est pour attirer votre attention sur le fait que à Gayaga, on produit du gaz. Vous pouvez aller visiter. Ce gaz, je pense, est vendu maintenant, c'était à la Sénélec, mais maintenant, je pense que c'est vendu à la cimenterie. C'est une bonne occasion, à mon avis, de s'y rendre et de voir comment ça se passe. Mais c'est du gaz onshore, ce n'est pas du gaz offshore. C'est peut-être plus facile à exploiter.
Alors, je suis sur Kayar et Teranga, enfin, d'après mes informations Fari, il y a quand même des estimations. Teranga, on pense à 20 TCF comme tortue. Et Kayar, 5 TCF, c'est vrai que ce n'est pas aussi précis qu'à tortue, mais ça me paraît important. Sur ce point-là, moi je ne suis pas d'accord avec Macky Sall, parce que je crois que l'intérêt du Sénégal aurait été de nous attaquer à Teranga et à Kayar plutôt qu'à Tortue. Tortue est sur la frontière avec la Mauritanie. Et évidemment, c'est plus compliqué géopolitiquement. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, British Petroleum, qui est l'opérateur sur Tortue, veut absolument contraindre les États à signer la décision finale d'investissement avant fin décembre 2018. Et le fait qu'il y ait la Mauritanie et le Sénégal sur ce dossier, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et la compagnie minière ou pétrolière, que ce soit Cosmos ou BP, préfère avoir les deux États en face, qui n'ont pas la même fiscalité, qui ont des problèmes historiques, etc. à gérer. Et donc, évidemment, en termes de négociation, c'est plus favorable à BP, à Cosmos, qu'au Sénégal. En tout cas, si j'étais président, moi je l'aurais commencé par Kayar et Teranga. C'est ça qui m'arrange en tant qu'État. Et là, je n'ai pas de problème de frontières. Mais enfin, on est à Tortue. Alors moi, je voudrais attirer votre attention sur trois éléments relatifs d'abord à la négociation des contrats, à l'attribution des contrats et à la gouvernance, évidemment, de ces ressources. Dans la négociation des contrats, c'est pas simple. J'ai un ami nigérien qui a négocié les contrats pétroliers du Niger. Il m'a dit, il faut dire à la jeune génération, si on vous propose $1 million sous la table, sachez que la compagnie gagne $10 millions, $20 millions. C'est une question qui pose le patriotisme, à mon avis, de nous tous. Il faut savoir ce que nous voulons. Les firmes pétrolières et minières savent ce qu'elles veulent et défendent les intérêts de leur pays et de leur compagnie. Et c'est à nous à défendre nos intérêts. C'est vrai que c'est pas simple au plan juridique, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez lire dans la presse mondiale, spécialisée, on se gosse en disant que les Sénégalais ne sont pas capables de négocier les contrats pétroliers. C'est dans la presse. Je n'invente rien du tout. Évidemment, ce n'est pas simple. On a formé des gens, mais ce n'est pas en quantité suffisante par rapport à BP, par rapport à Cosmos. Il faut prendre véritablement la mesure du problème. Et à mon avis, nous sommes confrontés donc à ça. Et ce n'est pas simple, surtout que quand c'est offshore. BP va venir nous dire, moi, je dois investir $5 milliards pour mettre en opération le champ de gaz. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est $5 milliards? A-t-on les moyens de vérifier que c'est $5 milliards? Est-ce que nous avons la volonté de vérifier que c'est $5 milliards? Parce que c'est là où ça se joue. Sur ces 5 milliards, ils vont vous demander de participer pour $500 millions. Et puis quand vous allez commencer à produire, il faut enlever d'abord les $5 milliards avant de pouvoir se partager la rente. Et ça, c'est un problème. Deuxièmement, sur l'attribution des contrats. Évidemment, il y a eu beaucoup de polémiques ici au Sénégal. L'affaire du bloc offshore de Saint-Louis. Et là-dessus, il faut que vous compreniez quels étaient les deux problèmes qui se sont posés. Le premier problème, c'est l'attribution évidemment du bloc à Petrotim, et c'est passé de Petrotim à Timis Corporation et après à Cosmos. Nous autres, moi-même je suis d'accord là-dessus, nous disons que le rapport de présentation qui a permis à Abdoul Mbaye, Premier ministre, et Macky Sall, président, d'approuver, disons, la convention qu'il y avait entre Petrosen et Petrotim, évidemment, ce rapport est faux. Quand vous le lisez, vous savez parfaitement que Petrotim n'a pas les capacités financières et techniques de faire le travail, mais on l'a fait. Ça, c'est un premier problème.
Le second problème, c'est le débat qu'il y a eu au niveau de la fiscalité. Est-ce que quand Petro-Tim passe à Timis Corporation et Timis Corporation à Cosmos, est-ce que, il y a eu de l'argent qui a transité entre ces compagnies? Et deuxièmement, est-ce que ça doit être fiscalisé? Il y a un débat qui est toujours là. Certains vous diront, selon le code pétrolier de 98, ça doit être fiscalisé parce que ce n'est pas des opérations d'exploration. D'autres vous diront, non, 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 ça ne doit pas être fiscalisé parce que c'est une partie de l'industrie pétrolière dans l'exploration. Voilà les deux termes du débat qu'il y a eu sur ce point précis. Et il est important que vous autres, Amnesty International, qui parlez des questions de droit, évidemment, vous soyez au courant de ce problème-là. Enfin, la gouvernance. Macky Sall a fait inscrire dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Avant, c'était dans les codes pétroliers et miniers, les ressources minières ou pétrolières appartenaient à l'État. Et on considérait que l'État, c'est le président de la République, l'institution qui représente l'État. C'est pourquoi les permis d'exploration, les permis d'exploitation, les concessions étaient signés par un décret du président de la République, contresigné par le Premier ministre, avec ce rapport de présentation du ministre en charge. Avant, il y avait un conseil général des mines également qui donnait son opinion. Voilà la pratique. Et cette pratique continue encore de nos jours, alors que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Cette pratique doit changer. Si ça appartient au peuple, il faut consulter le peuple. Et le peuple, c'est au moins ses représentants à l'Assemblée nationale. C'est le minimum. Pour ne pas parler de la société civile, pour ne pas parler des experts, on ne peut pas faire comme si notre avenir va être décidé par les fonctionnaires entre quatre murs. Qu'ils soient brillants, ce n'est pas ça le problème. Mais ce n'est pas à eux, puisque les ressources ne leur appartiennent plus en tant qu'État, ça appartient au peuple. Ce changement-là, il doit être fait. Il doit être fait rapidement. Parce que si on ne le fait pas, à mon avis, on s'engage dans une situation demain qui peut être beaucoup plus compliquée qu'on ne croit. Je vous rappelle encore une fois que la question du pétrole et du gaz, c'est une affaire géopolitique. Ce n'est pas aussi simple que ça, y compris quand c'est sur la frontière avec la Mauritanie. Alors, sur cette question de gouvernance, vous allez entendre parler de partage des revenus. D'abord, il faut s'entendre sur comment on mesure ces revenus. Je vous ai déjà dit ici qu'un BP va décider que moi j'ai mis 5 milliards de dollars pour faire les dépenses d'investissement, on ne sait pas les évaluer, c'est eux qui décident. C'est sur cette base-là, après qu'on va calculer la rente qu'on va gagner. Mais sur la production elle-même, la mesure de la production, qu'est-ce qui nous prouve que tous les jours, quand Farida vous dit on va produire 125 000 barils par jour, qu'est-ce qui nous prouve que c'est 125 000 barils qui ont été produits? Qu'est-ce qui nous prouve que demain, c'est X millions de mètres cubes de gaz qui ont été produits? Ça, c'est un véritable problème. Thabo Mbeki a dirigé un groupe qui a établi qu'en Afrique, dans les pays occidentaux, une bonne partie, ça vient des compagnies minières et pétrolières. Ce sont les fameux bateaux fantômes. C'est un vrai problème. Et il faut que vous soyez au courant de ça. Ça a ruiné le Congo, pour ne pas parler des autres pays. Et l'ITIE, je suis bien placé pour en parler. Et les Occidentaux nous disent maintenant, nous on en a assez qu'on nous accuse, nous, d'être derrière les guerres civiles en Afrique. On va publier ce qu'on paye aux États. Très bien, publiez ce que vous payez. Mais ils ne nous disent pas encore, et ça va être une bataille, ce qu'ils payent aux chefs d'État africains. Et c'est ça le vrai problème, parce qu'il y a des bateaux fantômes, il y a des accords secrets qu'il y a entre les compagnies minières et les chefs politiques africains, où on leur donne leur part directement du pétrole et du gaz. Et c'est ça la base de la malédiction des matières premières en Afrique. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir vont tenter d'y rester pendant 20, 30 ans en jouant sur les ethnies. Et c'est ça qui amène les guerres civiles.
Et c'est pourquoi nous devons être extrêmement vigilants, dès maintenant, ici au Sénégal, pour que tout cela soit clair et transparent. Et que les populations sénégalaises, la société civile soient au courant. Parce que la malédiction du pétrole et du gaz, c'est facile. On tombe facilement dans ce domaine-là. Parce que ceux qui vous achètent le pétrole et le gaz sont tous des fabricants d'armes. Tous des fabricants d'armes. Et ils veulent équilibrer évidemment leur balance commerciale. S'ils vous achètent du pétrole et du gaz, ils seront contents donc de vous vendre des armes. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Voilà les problématiques qui se posent. Et c'est extrêmement sérieux. Souvent, on entend dire, ouais, c'est une affaire technique très compliquée. Il n'y a que les ingénieurs, les géologues, les géophysiciens, etc., qui doivent comprendre ce dont il s'agit. Certes, ils sont très utiles. Mais les questions nous touchent tout le monde. Touchent tout le monde. Et on doit les comprendre. Et c'est ça les vraies questions. Évidemment, il y a la question de l'environnement. Il l'a abordé. C'est très sérieux. Avant, les ingénieurs des mines ne s'occupaient pas de l'environnement. Mais maintenant, c'est une question extrêmement importante. Il faut l'intégrer dès le départ. Et je voulais parler de la question économique liée à ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Ce qu'on avait constaté dans les années 50, c'est que quand il y a un afflux qui vient du pétrole ou du gaz, par exemple, ça peut effectivement déstabiliser des filières, même y compris industrialisées. C'est là d'où vient la notion de maladie hollandaise. On l'a vu au Congo, l'agriculture a été détruite. Au Nigeria, avant, ils faisaient de l'arachide et du coton. Ça a été détruit quand la révolte. Et nous, aujourd'hui, nous avons ces risques-là, avec la pêche en particulier, puisque là où on prend le pétrole, évidemment, c'est des zones de pêche. Il y a de gros risques, effectivement, qu'il y ait des phénomènes inflationnistes, et c'est ça qu'on appelle maladie hollandaise, et plus tard, quand ça peut dégénérer, ça devient une malédiction des matières premières, et on peut être confronté à ces problèmes-là. Une des solutions proposées par les économistes, c'est de créer des fonds souverains. Vous en entendrez parler. Ça consiste à geler en fait l'arrivée de ces devises en actifs dans ces devises-là. C'est-à-dire les fonds souverains vont être chargés de gérer une partie des revenus tirés du pétrole, du gaz ou de l'or, et ils vont investir dans des actifs, souvent donc c'est des bons du Trésor, enfin des obligations américaines ou allemandes, etc., de ces sociétés-là. Donc à les garder en dehors de l'économie. C'est le sens des fonds souverains. Évidemment, se pose la question aussi des générations futures. Vous en entendrez parler. Moi-même, j'avais travaillé sur ce dossier quand j'étais à la Banque mondiale avec le Tchad. On leur a mis un fonds de seconde génération. Il s'est réveillé un beau matin. Il a dit, moi, je m'occupe de la génération présente. J'ai besoin d'acheter des armes. Pour moi, c'est la sécurité de mon régime. Il a mis fin à ça. Et c'est un vrai problème. Quelqu'un me disait, mais pourquoi vous voulez vous occuper de la génération des années 40 et moi, aujourd'hui, je n'ai pas à boire, je n'ai pas à manger, je ne peux pas soigner mes enfants. C'est un vrai problème lorsqu'on veut gérer les ressources pour la génération future. Voilà les questions que je voulais poser sur la table. Je vous remercie.